Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine? Bonjour à tous et à toutes, bonjour Enora. Bonjour. Je suis ravie de partager le micro dans l'autre sens avec toi et de t'inviter sur le podcast pour pouvoir parler d'un tabou dans le tabou. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais un petit peu le présenter. Et puis, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui es-tu? Ouais, alors moi j'ai toujours travaillé dans l'accompagnement parce que j'ai commencé en tant qu'EduxP et puis je me suis formée très vite à la psychosexologie et au trauma, enfin à traiter les traumas en même temps. Puis j'ai continué d'autres formations au niveau des psychotraumas euh, pour avoir des outils qui sont d'autant plus efficaces, rapides et sécures. Et voilà, j'ai quelques digressions, on va dire, notamment autour de parce que je suis formée en tant que doula. Mais bon, en même temps, il y a des liens aussi avec le sujet du deuil, hein, parce que bon, c'est ça arrive aussi à ce niveau-là. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous définir un petit peu psychosexologie, comme ça on part tous sur les mêmes bases, histoire que ce soit clair dans la tête des auditeurs et auditrices? Alors, étant donné que la sexologie n'est pas réglementée en France, on parle aussi sexothérapie, il n'y a pas de réglementation, donc chaque personne, en fonction des formations qu'elle a eues ou son parcours, va proposer des accompagnements qui peuvent être un peu différents. En général, ce qu'on retrouve, c'est tout ce qui est accompagnement ce qu'on appelle dysfonction sexuelle, c'est-à-dire problème de désir, éjaculation trop rapide, problème d'érection, douleur à la pénétration, ces choses-là. Et puis ensuite, en fonction des personnes, il va y avoir la thérapie de couple ou pas. Personne ou formation, parce que donc il y a des formations qui vont de 3 semaines, on répartit sur un mois, à 3 ans. Donc après, voilà, dans ma formation en tout cas, et celle aussi que je transmets, il y a aussi tout ce qui est accompagnement au niveau du genre, tout ce qui est trauma du coup. Il y a l'addiction à des comportements sexuels, sexualité et deuil justement, sexualité et maladie psychiatrique et cancer à tout âge, intervention vie affective et sexuelle, dans le handicap. Enfin voilà, c'est du coup dans les formations que j'ai reçues et celles que je transmets, c'est large. Mais après, ça dépend. Ok. Et du coup, peut-être un peu la première question qui me vient et que j'ai envie de voir avec toi, c'est comment toi, tu perçois cette notion de deuil en lien avec tout ce côté psychosexologie, sexothérapie, pour donner plusieurs termes que tu nous as partagés. Euh, Comment toi, tu vois le deuil? Comment ça s'inscrit? Qu'est-ce que tu as envie déjà de nous dire? Il existe différents deuils. On pense souvent au deuil suite à un décès. Mais en fait, justement, ce à quoi, en tant que sexologue, on peut être confronté, entre guillemets, c'est aussi deuil suite à une séparation. Donc ça peut être le deuil du couple, mais ça peut être aussi le deuil d'une famille, de la vie de famille. Euh, Deuil, il y a je sais pas, un handicap, un accident, un handicap qui apparaît ou une maladie. Là aussi, il peut y avoir un deuil. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et quels sont un peu les impacts que tu peux voir justement de ces différents deuils? J'imagine qu'on est bien d'accord, chaque chemin va avoir des impacts et chaque deuil va avoir des impacts différents. Mais si on essaye de dresser un peu un panel et une perspective, ce serait quoi, toi, un petit peu, que tu aurais envie de nous partager? Quels sont les impacts sur la sexualité ou peut-être sur le désir ou le rapport au corps? Oui, alors effectivement, comme tu dis, ça va vraiment dépendre des personnes.
Mais il y a différentes réactions qu'on peut retrouver, on va dire régulièrement. Alors déjà, étant donné qu'il y a un deuil, en général, ben il y a des pensées à ce niveau-là, il y a de la tristesse, enfin ou des émotions en tout cas. Et donc pour le corps, c'est plus forcément un moment propice pour avoir du désir. Donc voilà. Bien évidemment, ça dépend des personnes, hein, mais je vais dire différentes choses qui peuvent se passer. Donc le désir peut être impacté. Des fois, ça va être aussi le plaisir, parce que, on ne s'autorise plus à vivre, on s'autorise plus à prendre du plaisir, même de façon générale, pas que dans la sexualité. Et certaines personnes, ça peut aller jusqu'à ne plus avoir d'orgasme parce que c'est trop compliqué. On a de la sexualité, mais en fait finalement arriver au moment où on pourrait atteindre un seuil encore plus important de plaisir, qui serait l'orgasme, bah on se coupe parce qu'on se dit, enfin c'est pas juste en fait. Moi, je suis en train de prendre du plaisir alors qu'il y a telle personne qui est, bah je pense au deuil suite à un décès là en l'occurrence. Alors que cette personne, elle est plus là, comment moi je peux m'autoriser à vivre ça, quoi. Ensuite, il peut y avoir des problèmes d'érection aussi. Donc, je vais pas forcément aller dans toutes les raisons pour lesquelles il y en aurait, mais c'est un peu comme le plaisir en fait, finalement, enfin et le désir en soi. Je suis mal, je vais pas bien et donc le corps il se met comme ma priorité là, c'est de survivre en ce moment et c'est pas d'avoir une érection quoi. Ou pour d'autres, ça va rentrer dans le côté je peux pas m'autoriser à prendre du plaisir. À l'inverse, il peut y avoir une addiction à des comportements sexuels. Donc là, ça permet en fait d'oublier ce qu'on est en train de vivre. On met en place cette sexualité pour avoir par exemple plein d'orgasmes, parce que l'orgasme agit sur le cerveau comme une coupure avec les émotions. Et donc du coup, certaines personnes vont plutôt rechercher ça pour se couper de ce qu'elles sont en train de vivre. Et puis en plus, il peut y avoir de la culpabilité derrière du coup, parce qu'on peut se dire ouais, c'est pas juste ce que je venais de dire juste avant. Et qui dit culpabilité dit que on rentre dans un cercle vicieux et on va avoir à nouveau envie de consommer quelque chose de sexuel pour à nouveau pouvoir un peu éteindre le cerveau et les émotions qui sont là, avec la culpabilité qui est venue se rajouter avec les émotions du deuil. Et le dernier point auquel je pensais pour répondre à ta question, pour certaines personnes, la sexualité, elle va se poursuivre, voire c'est justement un moment qui fait du bien, d'être en connexion avec quelqu'un. Mais du coup, il peut aussi y avoir des émotions associées, de culpabilité, c'est peut-être pas cool ce que je suis en train de faire, moi je suis en train de prendre du plaisir et je devrais pas quoi. Oui, donc du coup, dans ce que tu abordais, c'était la question que j'allais te poser juste avant. C'était finalement, au départ, en tout cas, dans la manière dont tu nous l'as amené, il y a cette notion de moins de plaisir, moins de sexualité, moins de désir, parce que bah oui, notamment tu disais, le fait de vivre un deuil, cette personne n'est plus là, n'est plus vivante. Il y a toutes ces émotions qui sont là et du coup, je me prive, je me ferme, je me recroqueville. Enfin, on pourrait le dire encore de plusieurs manières et on est bien d'accord que tout ça est généralisé, hein, bien entendu, et vous prenez ce qui résonne pour vous. Et ma question, c'était de savoir justement, est-ce que, à l'inverse, il peut y avoir un besoin d'avoir ce contact physique, d'avoir ce côté justement sexualité, rapport charnel. C'est ce que tu nous disais, par exemple, avec l'exemple des addictions. Donc, il n'y a pas de ça va être moins ou ça va être plus. Comme on le disait, ça va dépendre de chacun. Et c'est tout ce panel large de je me coupe totalement ou je me prive de cette sexualité ou à l'inverse, je vais dans un plus et dans une consommation peut-être plus importante de mon plaisir ou de mon désir sexuel. Il y a toute cette variété qui est là, en fait. C'est ça? Oui, oui, voilà, hein, de toute façon, chaque personne est unique, chaque situation est unique et du coup, chaque personne va réagir de manière différente, quoi, hein. Et entre les deux, il y a des personnes qui auront aucun souci avec la sexualité aussi.
Bien sûr, oui, ouais. On passe pas de l'un à l'autre, il y a ce milieu, enfin voilà, c'est tout un panel. Et est-ce que peut-être, il y a des différences en termes d'âge? Est-ce qu'il y a des différences en termes de genre? Est-ce que, en fonction du deuil, si on traverse par exemple une maladie plutôt qu'un deuil dans le sens d'un décès physique d'un être cher, est-ce qu'il y a des grandes tendances? Et encore une fois, je parle de tendances, ça veut dire que tout le monde ne rentre pas, dans ces tendances. Ou est-ce que justement, même qu'importe le sexe, qu'importe la tranche d'âge, qu'importe le type de deuil qu'on traverse, bah, il y a tout ce panel qui est là. Et il n'y a pas de tendance peut-être qui se dégage. Peut-être que statistiquement, il y aurait des tendances qui se dégageraient, mais en toute transparence, je ne les connais pas. Et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'ai accompagné finalement autant des hommes que des femmes qui rencontraient des difficultés dans leur sexualité suite à un deuil, quel qu'il soit. Mmh. Et justement, on parle du deuil qui est tabou. On sait que le sexe est quand même encore un sujet, ou la sexualité, peut-être plus que le sexe, est un sujet tabou. Tu viens de dire justement que tu as des personnes qui sont venues vers toi pour aborder leur sexualité suite à un deuil. Est-ce que tu le vois aussi comme un tabou dans le tabou? Est-ce que c'est peut-être d'autant plus difficile de dire, je cumule le tabou par rapport au deuil, par rapport à la mort et par rapport, au sexe? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être c'est libérateur pour ces personnes de venir en parler, de trouver un espace où être entendu, où être compris, où être peut-être réorienté, ou trouver des outils, des ressources? Comment c'est vécu justement peut-être ces séances pour les personnes? Alors, bah, il y a de tout. Il y a des personnes qui vont venir parce qu'il y a ce problème d'érection, par exemple. Ou je repense à un jeune, ça peut être intéressant peut-être que je donne des exemples concrets. Un jeune, donc ils sont venus en fait en couple. Elle en avait marre parce que il y avait quasiment pas de sexualité. Puis lui, il était pas dans le désir. Et en fait, il faisait pas le lien. Mais il y avait eu un décès de son frère quand il était enfant qui a, enfin où lui, il a eu l'impression de pas avoir pu le sauver. Et en gros, il était ado, c'était son petit frère et ben il a plus pu vivre à la suite. Il ne pouvait pas s'autoriser à être heureux. Et donc bah du coup il y avait aussi la répercussion dans la sexualité en fait il pouvait pas s'autoriser au plaisir mais il avait pas fait le lien de lui-même et il y a d'autres personnes qui peuvent venir en me disant bah je viens parce que là je suis dans un deuil qui est compliqué euh, donc moi j'accompagne pas que en sexo donc les personnes elles viennent me voir un peu pour tout mais il y a des personnes qui vont me dire je viens parce que là il y a un deuil qui est compliqué et je sais que derrière, après, on pourra travailler sur la sexualité. Vu que j'accompagne aussi sur ce sujet-là. Et il y a d'autres personnes qui me disent, ben voilà, j'ai ces deux sujets, je pense qu'il y a un lien. Enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes. Après, ouais. Après, tu parlais de l'âge, ou je sais plus si c'était la question d'avant, en fait. Ouais, ouais, vas-y. Mais comme on en avait parlé en aparté, pour le deuil, il peut être d'autant plus impactant quand c'est à l'adolescence parce que finalement c'est dans les premiers deuils et des fois pour un adulte on se dit par exemple un chien qui est mort, on se dit bon bah c'est un chien et puis on arrive peut-être à rebondir plus facilement mais en fait pour un jeune ou une jeune hein, ça fait partie des premiers deuils et ça peut être d'autant plus difficile à vivre. Après concernant la sexualité, à ce niveau-là, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec les ados, mais pas forcément beaucoup au niveau de la sexualité. Donc je sais pas forcément si les impacts sont exactement pareils ou différents, mais je pense que ça dépend vraiment où en est l'adolescent dans sa sexualité à ce moment-là, de toute façon. Mmh. OK, c'est hyper intéressant et tu parlais, de ce jeune qui est venu en couple avec, sa copine qui, voilà, en avait marre, comme tu disais, par rapport à une sexualité qui était peu ou pas, existante et lui qui avait pas de désir. Ça me soulève cette question où dans notre société, je pense, c'est un partage qui me vient là assez intuitivement, mais je pense qu'on a encore cette croyance de,
s'il n'y a pas ou peu de sexualité, ça veut dire que potentiellement il n'y a pas ou peu de désir ou qu'il y a un souci, quelque chose à comprendre, à aller creuser au niveau du désir. Et parfois, on peut encore l'associer au fait qu'il n'y a pas forcément d'amour. Et du coup, ça me pose la question par rapport à la notion du couple. Et je pense notamment à des sujets que j'ai déjà abordés sur ce podcast, par exemple auprès d'un parcours PMA, où justement le corps, le couple, la notion d'amour au sens large, avec un grand A et toutes les manifestations possibles de l'amour, qui soient physiques, par exemple, dans cette sexualité, ou qui soient symboliques dans la vie de tous les jours ou dans les sentiments. Mais je pense aussi au deuil périnatal. Enfin voilà, il y a plein de deuils qu'on peut traverser ensemble, en couple. Est-ce que c'est des choses que tu as pu accompagner? Est-ce que pareil, il y a des choses que tu veux nous partager sur ces exemples un peu plus spécifiques, on va dire? Dans le couple, là, ça me faisait penser en fait au sujet de la sexualité pour un désir de grossesse, où ça peut prendre plus de temps que ce qu'on avait imaginé au départ. Et d'ailleurs, euh, il peut y avoir aussi des arrêts naturels de grossesse, chose qui est, enfin, appelée plus communément fausse couche, chose qui est tabou. Et donc, justement, enfin, tabou, on dit qu'il faut pas en parler, qu'il y a une grossesse avant les 3 mois, parce que sinon, faudrait annoncer qu'en fait, le bébé n'est plus là. Donc là, je trouve vraiment qu'il y a un tabou dans un tabou. Parce qu'en fait, finalement, du coup, le couple se retrouve, quand il y a un arrêt naturel de grossesse, se retrouve seul à vivre ce décès, ce deuil, parce qu'on a dit qu'il faut pas en parler. Et un certain nombre, en plus, du coup, de personnes qui veulent avoir un enfant ne savent pas que ça peut prendre du temps, ne savent pas que que ça fait partie du processus qui est des arrêts naturels de grossesse aussi. Et du coup, on culpabilise et on vit encore plus mal les choses parce qu'on est dans cette attente qui est une grossesse et que ça prend pas forcément. Et donc là, la sexualité, elle peut aussi devenir mécanique. On se dit, voilà, a priori, l'ovulation sera à telle date, donc là, il faut pas louper le coche, il faut avoir du sexe. Et du coup, la sexualité le lien, le lien entre les deux personnes peut s'effilocher pour devenir un acte mécanique. Je repense à un homme dernièrement qui m'a dit, j'ai l'impression maintenant d'être juste devenu un objet pour être un géniteur, en fait. Et cet homme commençait à perdre les érections, à avoir plus de désir parce qu'il avait l'impression d'être juste utilisé pour concevoir, quoi. Si on va dire après un arrêt naturel de grossesse, on peut retrouver des personnes qui vont tout de suite vouloir avoir de la sexualité, finalement, comme si rien ne s'était passé, comme si c'était pas un deuil en soi. Et d'autres personnes vont avoir du mal à retrouver de la sexualité derrière et vont avoir besoin d'un temps de faire le deuil de cet être qui a commencé à grandir dans le ventre. Et puis après, voilà, s'il y a eu un bébé qui est né et qui est décédé, là, ça peut avoir des énormes impacts effectivement dans le couple et dans la famille aussi, de façon plus globale quand il y a déjà des enfants. Et donc dans la sexualité, même réponse qu'au tout début, quoi. Mmh. Ce que j'entends dans ce que tu dis, dans le cadre d'un parcours de grossesse qui soit naturel et peut-être qui mette un peu plus de temps que ce qu'on pensait ou que la normale ou que l'idée qu'on s'en était faite, ou que ce soit dans le cadre d'un parcours PMA, ça me fait vraiment penser à l'épisode que j'ai enregistré avec Sophie vraiment sur ce sujet-là, et tous les deuils qui sont associés aussi au fait d'entrer dans un parcours PMA. Tu parlais de cette idée de sexualité mécanique, et je reprends
les mots de cet homme que tu nous as partagé, où tu disais d'être utilisé comme un géniteur. Alors que de base, dans notre idée ou dans nos croyances, la plupart du temps, la sexualité, c'est l'amour, j'ai envie de dire l'amour incarné dans le corps par de la gestuelle, par un câlin, par du physique, par du charnel. Mais c'est l'incarnation de cet amour. Et que du coup, là, en tout cas, la manière dont moi je l'entendais, c'est que c'était plus juste parce que on avait cet amour qui avait envie de s'exprimer à travers nos corps, mais parce qu'on visait un but, un objectif, un projet, une envie de bébé qui est aussi représentative généralement de notre amour. Mais comme quoi, enfin, la question, tu vois, que je te posais avant tout à l'heure dans la notion de deuil, d'amour, etc. Je trouve qu'on l'a retrouvée aussi là dans ta réponse. Et et par rapport aussi au deuil périnatal, ce que moi j'entends souvent, c'est aussi toute cette colère contre le corps qui n'a pas su, contre le corps qui n'a pas pu, contre le corps qui aurait dû. Encore une fois, toutes ces projections qu'on peut avoir et où en fonction de l'état de cette colère que la femme, souvent quand même la femme peut porter à son propre corps. Et du coup, mesdames, si vous passez par là et que vous nous écoutez, cette colère, elle est aussi normale, elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit aussi d'être écoutée, d'être soutenue et d'être accompagnée. C'est très important de pouvoir justement accompagner cette colère qui s'exprime parce qu'elle a un réel message à passer. Et du coup, oui, il peut y avoir peut-être un temps d'absence de sexualité. Et du coup, il y a un autre point qui me vient sur ce côté peut-être le corps qui se bloque, le corps qui se fiche presque de manière automatique et inconsciente, vraiment sans ce côté mental. Tu parlais du côté psychotrauma en introduction quand tu t'es présentée. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient sur ce sujet-là? Ouais, ben en plus, figure-toi que ce que tu disais avant, donc déjà, je suis totalement d'accord avec toi, hein, et ce que tu disais avant me faisait penser à une situation. Donc là, c'est parfait. Ta question plus la situation colle bien, parce que jusque-là, j'ai donné des exemples d'hommes, mais là, c'est une femme qui a vécu une IVG. Donc certes, il y avait le choix, mais c'était un deuil quand même pour elle. Et ce qui a fait d'autant plus trauma, c'est quand elle a appris que c'était des jumeaux. Et elle a un frère jumeau. Et donc ça faisait comme quelque chose d'encore plus difficile parce que ben voilà, elle a empêché finalement deux êtres de vivre et en même temps pour reprendre ses mots, hein. Et en même temps, bah voilà, elle avait deux enfants en très très bas âge, elle était déjà épuisée, elle gérait tout de la vie quotidienne à la maison, et donc c'était quelque chose qui n'était pas concevable d'avoir deux enfants de plus le boulot et tout ça. Mais voilà, ça a fait trauma, ça a été un deuil, et euh, et donc effectivement on a travaillé sur les émotions les impacts que ça avait au niveau émotionnel. Hum, Si je réfléchis bien, non, en plus, on n'a pas travaillé totalement en profondeur sur le sujet. J'ai utilisé ce que je fais dans des séances que j'appelle entre guillemets d'urgence, quand il y a trop d'émotions, trop de choses que ça envahit. J'ai juste fait comme une séance d'urgence et en fait, finalement, ça a été largement suffisant. Et elle a repris rendez-vous que plusieurs mois plus tard en me disant en fait, j'allais tellement mieux que j'ai pas repris rendez-vous tout de suite, mais je reprends rendez-vous parce que je sens qu'il y a encore des choses à travailler. Et donc après, pour expliquer un peu plus au niveau du trauma, mmh, non, on n'a pas trop le temps, donc j'ai un épisode qui explique vraiment concrètement comment se passe le trauma dans le cerveau. Et c'est une manière d'expliquer qui est assez, c'est de la science vulgarisée, c'est assez visuel parlant. Donc ce que je propose, c'est que je te donnerai le lien pour avoir toutes les infos. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du cerveau, il y a des infos qui n'ont pas pu être traitées quand ça a fait trauma. Et du coup, il y a quand même des messages de rappel qui reviennent. Et ces messages de rappel, c'est ça qui fait des flashbacks ou qui fait que tu as parlé de dissociation, qu'à un moment donné, on va se dissocier à nouveau parce que les messages de rappel, ils sont trop importants. Et
Ouais, je sais pas trop, qu'est-ce que tu souhaites que je dise, plus? Je te laisse, questionner s'il y a des questions. Non, non, mais justement, je mettrai l'épisode en lien dans la description, comme ça, au moins, ça permettra à chacun de pouvoir aller creuser davantage. Et du coup, tu parlais de cette séance d'urgence. Je trouve que ça nous fait un beau lien aussi pour aller vers peut-être des outils, des ressources, et de se dire que bah voilà, quand on perd donc un proche, on va prendre l'exemple du décès qui est peut-être le plus le plus marquant. On a besoin malgré tout de cette tendresse et de ce plaisir, mais qui peut-être ne va plus se manifester par la sexualité propre, par l'acte sexuel, même s'il peut y avoir ce côté sensuel. Tu me corriges sur les termes, hein, si les termes sont pas les bons, c'est plus toi qui es experte de ce sujet que moi, mais en tout cas, cette pulsion d'énergie charnelle slash sensuelle slash sexuelle, elle est aussi une réponse à une tension intérieure. Et parfois, c'est hyper tabou. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà accompagné, je pense notamment à une femme veuve qui me disait, mais j'avais cette envie et ce besoin de contact, mais j'osais pas parce que c'était pas normal d'avoir envie d'avoir un acte sexuel alors que je venais de perdre mon mari et en même temps avec qui j'allais le faire puisque mon mari n'était plus là. Donc il y a toutes ces questions en fait qui se posaient en elle. Il y a cette notion où ça peut être gênant, ça peut être honteux, ça peut être hyper malvenu en fait pour une personne récemment en deuil d'avoir ces questions. Et du coup, je me dis s'il y a des personnes qui sont dans ces cas-là, peut-être, on va dire, différencier les personnes. Je viens de donner l'exemple d'une personne veuve, donc d'une personne qui est veuf ou veuve, hein, au masculin ou au féminin, qui a perdu son partenaire de vie. Qu'est-ce qui est possible peut-être de faire? Quelles ressources, quels outils seul? Et peut-être parler ensuite dans un sens ou dans l'autre de cette notion en couple. Comment on peut se réapproprier sa sexualité en couple? Est-ce que tu as des pratiques, des choses que tu as envie de nous partager, de nous aiguiller? Ouais, alors déjà, pour préciser, tout ce qui est émotionnel et traumatique, moi je proposerais de le travailler pour ma part en tout cas, ce que j'utilise ça s'appelle la thérapie du lien et des mondes relationnels. Ça utilise pour, parler de choses que les gens ont l'habitude, ou plus l'habitude, hypnose, mouvement oculaire de type EMDR, mais c'est vraiment un ensemble, c'est pas juste un protocole, c'est vraiment une thérapie. Après, donner des pistes. Donc voilà, ça c'est avec un professionnel formé, mais je vais donner maintenant des pistes de petites choses que les personnes pourraient mettre en place. Mais déjà, j'ai envie de transmettre quelques petits messages et à voir ce que vous, voilà, ce qu'en tant qu'auditeur vous pouvez prendre ou pas, ce qui vous parlera ou pas. Mais j'ai déjà envie de rappeler quelques petites choses que, bah, déjà, le désir, en fait, c'est aussi un souffle vital. Et du coup, on peut ressentir cette envie et il y a rien d'anormal à avoir, bah, besoin que la vie, elle circule encore à l'intérieur de nous parce que oui, nous, on est toujours vivants. Et, et, et donc, ben, en fait, c'est OK que on que cette énergie, elle puisse circuler à l'intérieur de nous. Donc après, ça peut être, je vais donner que des petites pistes, hein, à voir ce que chaque personne veut prendre. Mais peut-être se répéter que bah, c'est normal d'avoir du désir, c'est normal d'avoir envie de caresses, de câlins, tout ce que tu as dit et en fonction de ce que chaque personne ressent. Et on peut se répéter que voilà, même si je vis un deuil, bah, c'est normal de ressentir de l'envie, du désir, d'avoir envie de câlin, de caresses. C'est valider le ressenti en fait déjà. Pour certaines personnes, l'envie de sexe peut être un besoin de déconnexion mentale, ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour d'autres personnes, ça va plus loin. C'est vraiment un besoin de tendresse, de pouvoir échanger un moment bah, finalement de complicité ou de se sentir hum, comme soutenu aussi d'une manière plus charnelle, enveloppante peut-être aussi. Et donc peut-être que quand on a envie d'un rapport, ça peut être aussi se demander qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant. Est-ce que j'ai envie de caresses? Est-ce que j'ai envie d'un orgasme? Est-ce que j'ai envie d'une étreinte complice? Et,
Et ça peut permettre aussi de sortir du côté mécanique de juste, par exemple, un besoin d'orgasme, ça peut permettre de sortir de ce côté-là. J'y vais pour y aller et de mettre plus de conscience à ce qu'on recherche là tout de suite maintenant, quel est notre besoin là tout de suite maintenant. La communication aussi, elle est super importante. Admettons le couple, il y a un deuil, les 2 personnes du couple le vivent et on peut se dire: «Ouais, mais je vais passer pour quoi? Si j'ai envie de sexe?» En fait, avec cette notion de culpabilité qu'on a pu aborder, ou de se sentir égoïste ou déplacé, ou je sais pas moi, mon conjoint a perdu, un de ses parents et j'ai du désir, mais bon, c'est peut-être pas cool parce que, lui, il est plus endeuillé que moi, ou se poser toutes sortes de questions. Et du coup, en fait, c'est de partager, de communiquer, de pouvoir dire: «Ben, voilà, j'ai un élan de désir, mais j'ai peur de paraître égoïste ou déplacé ou je ne sais quoi». Et du coup, d'apporter cette transparence pour, que les 2 puissent, échanger et savoir, où en est l'un et l'autre. Et après, quand il y a un deuil, pour revenir à la personne, enfin, c'est valable pour tout le monde, mais pour revenir à la personne dont tu parlais tout à l'heure, qui a perdu son mari, ça peut être aussi déjà de se reconnecter à son corps. Hem, Ça peut commencer du coup par, avoir comme des petits rituels de reconnexion à son corps, en prenant une huile, ou une crème, et peut-être, qu'on aime bien l'odeur, et prendre le temps de se connecter aux 5 sens, de sentir cette huile, de se faire un massage, peut-être des mains, des pieds, du ventre, je sais pas. Et puis on peut y associer une intention, et comme par exemple se dire: «Je m'autorise à habiter mon corps», se connecter aussi à sa respiration, et ça peut être se reconnecter à une certaine sensualité aussi, et déjà de se l'autoriser, se l'accorder à soi-même seul. J'allais dire, ça me fait écho, ce côté corporel. Tu parles de l'aspect, massage, sensualité, du toucher, en fait, vraiment la force, du toucher aussi. Ça peut être de soi à soi, en auto-massage, mais ça peut être aussi le fait d'aller se faire masser, d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous. Je pensais aussi notamment à la danse, quel que soit le type de danse, mais le fait de remettre en mouvement, d'avoir, la danse est quand même généralement assez sensuelle aussi, et ça veut pas dire que vous êtes obligé d'aller à la danse toutes les semaines, hein, mais ça peut être des techniques ou des ateliers, peut-être si vous en avez près de chez vous, qui vous permettent de reprendre contact aussi avec ce corps, avec ce toucher, avec vraiment ces pratiques corporelles. C'était les exemples qui me venaient. Et il y a un mot, je pense qu'on n'a pas cité depuis tout à l'heure, et qui, en tout cas, j'ai envie de citer parce que je pense que c'est important aussi et ça me semble encore être un tabou. Il était peut-être sous-entendu dans ta notion du massage, mais c'est celui de la masturbation, qu'elle soit féminine ou masculine d'ailleurs. Non, non, il était pas sous-entendu, je l'aurais abordé après. Vas-y. Non, 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 j'étais pas, je l'ai pas dit, ni sous-entendu. Mais pour la danse, c'est aussi quelque chose que je m'étais noté à éventuellement aborder. Donc voilà, on est bien en lien. Je rajouterais, même ça peut être aussi de la danse seule, et se mettre une musique, et pour laisser circuler l'énergie aussi, et sans chercher d'esthétique. L'un ou l'autre. Et la masturbation, oui, c'est ça. Après, pareil, qui peut être sujette à de la culpabilité, et alors que bon, ça c'est encore un autre tabou, hein. L'autosexualité. Alors même sans deuil, c'est un tabou. Avec deuil, ça peut l'être encore plus, de se dire, alors déjà que des fois, il y a des personnes qui peuvent dire: «Ah, je sais, ça se fait pas,
toutes ces choses-là. Mais alors, si en plus c'est après un deuil, c'est vrai que ça peut générer encore plus de questionnements autour de tout ça. Mais effectivement, tu as raison de l'aborder. C'est un sujet à normaliser aussi. Et, et donc voilà, la masturbation, masculine ou féminine, elle peut être, tout comme la sexualité, comme abordé tout à l'heure, elle peut être vécue comme un geste mécanique. Et quand je parlais d'addiction, enfin, je crois que j'ai dit le terme addiction à des comportements sexuels, ça peut être aussi masturbation. Et ça peut être masturbation associée à du porno. Parce que le porno, c'est un support bien addictif. C'est aussi quelque chose qui permet que ce soit facile, rapide. Et du coup, ben, je proposerais de pouvoir ramener aussi un peu de connexion à ce niveau-là. Déjà, c'est ok qu'il y ait de la sexualité, de l'autosexualité, et en plus, ben, on peut aussi mettre en place ce qu'on abordait avant de sensualité aussi, et pas que un acte mécanique qui amène à un orgasme et à un soulagement, quoi. Chouette. Est-ce qu'il y avait d'autres ressources, outils ou réflexions que tu avais envie de nous partager? Pour un couple qui aurait envie de se reconnecter à du désir commun, et qu'il y a, ne serait-ce que pour l'un des deux, une difficulté à avoir du désir, moi j'aime bien proposer une expérience, mais c'est une expérience en vrai que je propose uniquement quand j'accompagne les personnes, parce qu'elle est intéressante si en parallèle il y a un travail qui est fait. C'est la resensibilisation sensorielle, ça s'appelle comme ça. Mais en gros, ce que je propose, c'est qu'il y a un interdit de pénétration qui est posé par moi. Alors, quand il n'y a plus de désir, en général, ils me disent non, mais de toute façon, ça sert à rien, il y a déjà plus de pénétration. Sauf que là, cette fois-ci, c'est moi qui le pose, et c'est pas la personne qui a pas de désir qui est obligée de dire non, j'ai pas envie d'aller plus loin ou quoi que ce soit. Et ce qui peut se passer, c'est que une personne qui a pas de désir, elle va refuser, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut refuser tout contact physique de peur que ça donne envie au partenaire, à la partenaire, et que après elle se dit non, mais si ça va lui donner envie, je vais devoir passer à la casserole, ou alors à l'inverse, non, mais ça va lui donner envie et je vais devoir lui dire non et c'est pas cool. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait du coup pas de pénétration posée par moi, mais les personnes, elles puissent prendre un temps pour se reconnecter à leur corps, l'un et l'autre, ensemble. Et je propose comme faire refaire la cartographie du corps, donc de se caresser sur tout le corps en dehors des zones érogènes dans un premier temps, et de pouvoir dire par exemple, si c'est possible pour les personnes, de pouvoir exprimer, là j'aime bien ici, j'aime moins ici, je préfère quand c'est un toucher léger ou un toucher appuyé. Et de se reconnecter comme ça au corps, et du coup finalement le fait que derrière, de toute façon, il y a la sexologue qui a dit il y a pas de pénétration, on peut se permettre à nouveau d'être dans cette exploration et dans cette caresse, dans cette tendresse. Et dans un deuxième temps, après, on inclut les zones érogènes, et quand la personne qui n'avait pas de désir, quand elle en a l'envie, eh bien là elle peut réintroduire la pénétration uniquement quand il y a cette envie. Mais c'est quelque chose que je propose quand il y a en parallèle un accompagnement. Il y a un autre truc qui me vient, voilà, j'avais cette idée, des bougies, un truc cocooning, de la musique, quelque chose qui permet aussi de détendre l'atmosphère. Tu parlais de communication juste avant, voilà, peut-être de se donner réellement un rendez-vous, tiens, comme on irait au resto ou comme on irait au ciné, ou viens, on se donne un rendez-vous, un temps, un moment ensemble, peut-être quand les enfants sont pas là, s'il y a déjà des enfants, voilà, selon la situation et comment les conditions de notre environnement de vie peuvent être le plus favorables pour qu'on soit peut-être plus facilement dans le lâcher prise, dans le fait de s'autoriser à, par exemple, pour ce type de pratique. Et il y a un autre truc qui me venait, c'était, moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeux de société.
Et je trouve que le fait de remettre du jeu JEU, hein, du jeu, le côté un peu gamification en fait. Et je pensais un peu à tous ces jeux, tu sais, de couple. Alors j'ai pas de nom spécifique en tête, mais qui peuvent remettre peut-être déjà de la communication, qui peuvent remettre avant de passer à l'action, de pouvoir aussi peut-être en échanger. Je me dis parfois pour les personnes qui sont plus dans ce côté mental et qui voilà le fait de passer directement au corps, peut-être que ça peut faire peur. Le fait d'en parler avec un support comme par exemple un jeu de cartes que vous auriez, j'ai pas de nom, mais je doute pas que si vous tapez jeu pour couple sur Google, vous trouverez des trucs qui peuvent vous plaire. Est-ce que c'est des exemples ou des pratiques que tu proposes ou que tu as déjà entendu des personnes qui sont venues te voir qui t'ont partagé ce genre d'exemple? J'avoue, j'avoue que moi j'y pense pas forcément. Euh, J'ai découvert l'année dernière un calendrier de l'Avent un peu comme ça, sur le même principe, et ça permet d'avoir comme un prétexte pour mettre de la nouveauté dans le quotidien. Euh, Après, c'est toujours intéressant. Justement, la semaine dernière est venu un couple où la sexualité était possible que à travers du jeu, et donc du coup il y avait une lassitude de la part du partenaire, parce que c'était pour Madame qu'il y avait ce besoin du jeu de rôle en l'occurrence. Mais bon, oui, c'est tout à fait, possible. En fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'y pense pas, c'est que j'ai essayé d'en acheter un et qu'il était vraiment nul. Et du coup, j'ai pas re-exploré et j'ai pas cherché à trouver un autre qui me plairait plus. Et à partir du moment où ça me plaît, là, c'est bon, ça devient dans les choses que je partage. Bon, avis à l'exploration pour aller justement trouver peut-être un jeu qui vous parle. Enfin, ça me fait penser à un compte Insta qui s'appelle Merci beaucoup et où justement il y a aussi des autres jeux. Enfin, je pense au côté masturbation avec un autre support. Enfin, je vous le mettrai en lien, vous verrez, ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas, vous passez votre chemin tout simplement. Et je me dis peut-être en dernière ressource et pour conclure aussi notre échange, si, OK, j'ai écouté, tout cet épisode, je suis un homme, une femme, qu'importe, peut-être que je suis veuf ou veuve, peut-être que j'ai vécu un deuil périnatal, peut-être que je suis en couple, peut-être que je me suis séparée, mais j'ose pas en parler. J'ose pas en parler parce que c'est tabou, parce que c'est hyper intime, parce que c'est hyper gênant, c'est culpabilisant, c'est honteux. Enfin, on peut peut-être imaginer un petit peu le discours de vous là qui nous écoutez dans vos casques ou vos oreillettes. Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de dire à cette ou ces personnes pour, alors non pas les motiver, mais peut-être ni les convaincre, mais, mais leur dire que ça peut être une voie qui peut être intéressante en fait pour elles, d'aller, pour elles, ces personnes, hein, hommes ou femmes, d'aller explorer. En fait, personnellement, je suis intimement convaincue, bien évidemment, de tous ces changements, ces apaisements qui peuvent avoir lieu quand on fait ce cheminement-là, un travail sur soi, qu'on est avec un professionnel qui a aussi des outils qui permettent vraiment d'apaiser au niveau émotionnel. On voit les différences. Euh, donc, en tout cas, ce que je peux dire, chaque personne a son chemin. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit ça fait 5 ans que j'avais ton contact. Euh, et donc, voilà, chacun a besoin du temps qu'il ou elle a besoin. Hum, Déjà, personnellement, je félicite chaque pas. Ne serait-ce que le premier message, je sais pas, sur Instagram. Et puis ensuite, quand la personne décide de prendre le rendez-vous, quand je vois qu'il y a beaucoup de stress, moi je cherche toujours à mettre en confiance. Ça me fait penser à cette semaine, j'ai reçu un homme qui était très 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 mal. D'ailleurs, je voyais sa tête, il regardait la porte et il l'a dit, je sais pas pourquoi je suis là, j'ai qu'une envie, c'est repartir en courant. Et du coup, personnellement, déjà, je continue de féliciter d'avoir osé, que c'est le premier pas, que j'ai conscience que ça peut être compliqué.
Et puis en fait, je leur dis: «Tout va bien se passer». Déjà, personnellement, je commence par me présenter. Ensuite, on vient, à la personne, mais avec des petites questions, toutes simples au début. Et l'autre point, c'est que, par exemple, cette personne, je vais chercher quelque chose qui peut connecter avant même d'aller sur le rendez-vous. Donc là, il est arrivé en moto, j'ai fait de la moto. Direct, du coup, j'ai dit: «Mais avant qu'on aille plus loin, je vais faire ma curieuse», parce que j'avais posé les mots pour expliquer qu'on va y aller tranquillement et qu'on peut se poser avant. Et donc, du coup, j'ai dit: avant de continuer, moi, je vais faire ma curieuse. Vous êtes venu en moto, c'est quoi comme moto?» Donc voilà, on a parlé de la moto. J'ai même parlé de moi. Alors, il y a des thérapeutes qui disent: il faut surtout pas parler de soi. Pour moi, ça peut être un bénéfique. Donc, j'ai même dit: parce qu'il avait déjà abordé le fait que je vis aussi à l'étranger. Ah non, mais j'irai pas faire de rendez-vous au Salvador. Et du coup, j'ai dit que mon projet en moto était même de voyager de tel endroit à tel endroit en moto. Donc voilà, on a échangé un petit peu avant, ce qui a permis déjà de détendre un peu l'atmosphère. Et même quand c'est en visio, je sens quand il y a la tension, des fois, il y a un petit élément derrière dans la maison que je peux reprendre pour aborder un sujet à ce niveau-là, pour, voilà, y aller tranquillement sur le sujet. Et voilà, en tout cas, personnellement, c'est comment je fonctionne pour essayer de mettre à l'aise. Et puis, pour le coup, cette personne, il a continué d'être un peu tendu, mais à la fin du rendez-vous, il était détendu. Mmh. Dans tous les cas, on retrouvera tes liens aussi dans la description pour aller plus loin. Rien que tu disais le premier message, moi j'ai envie de même de venir un peu plus bas et de dire le premier clic sur un lien pour regarder un profil avant même la mise en contact. Tu disais, j'avais ton contact depuis 5 ans et ça fait 5 ans et c'est seulement maintenant que je viens vers toi. C'est aussi valable dans le cas d'un deuil parce qu'on n'ose pas, parce qu'il peut y avoir plein de peurs, plein de croyances, plein de choses qui font que ah non ou ah j'y vais et je referme la page. Moi, combien de fois on m'a dit mais j'ai été sur ton site, hein, j'ai même rentré mes informations, mon nom, mon prénom, j'avais choisi le jour, l'heure du rendez-vous et j'ai fermé. Mais rien que ça, même si vous avez fermé, souvent on reste focalisé sur le fait de j'ai fermé la page et j'ai pas bloqué le rendez-vous, mais rien que le fait d'aller jusque-là, mais c'est déjà énorme en fait, surtout si c'est challengeant pour vous, donc de reconnaître ça jusqu'au jour où c'est le premier message ou le premier appel, le premier rendez-vous, et voilà, de pouvoir féliciter chaque pas, comme tu le disais, avec bienveillance en fait, et d'être à l'écoute des personnes, surtout sur ces sujets tabous. Je pense que toi comme moi, dans nos expertises et dans nos sujets respectifs, même si on a des liens aussi entre les deux, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a à cœur de faire. Donc voilà, n'oubliez pas les petits pas du quotidien. Je pense qu'ils sont importants. Totalement. Et puis, oui, il y a des personnes aussi qui vont, on a pu me dire, pour un rendez-vous par rapport au deuil, que l'hésitation à prendre rendez-vous, c'est parce qu'il y avait une peur d'oublier la personne. Et quoi qu'il en soit, notre accompagnement, en tout cas le mien, mais je pense que c'est pareil pour toi, c'est pas pour oublier la personne qui est décédée, hein. Et c'est pour apaiser la vie maintenant. Et je pense à une personne que j'ai reçue, où finalement elle pensait que le deuil était compliqué, mais en fait c'est qu'il y avait du trauma sur comment s'était passé le décès. Et en traitant les traumas, ça permet finalement d'apaiser et du coup d'être mieux et d'avancer plus sereinement aussi. Mmh. Et on n'oublie jamais dans tous les cas. C'est On ça. n'oublie jamais la personne, on l'intègre, on vit avec, on vit pas contre, on vit sans la présence physique. Et je vais encore redire cette phrase que je devrais compter combien de fois je l'ai dit dans le podcast ou même dans d'autres interviews. Mais le deuil, c'est transformer une absence extérieure en présence intérieure. Et donc, du coup, on n'oublie pas, on pense différemment, on se souvient de manière différente, on vit avec de manière différente, mais on n'oublie jamais. Un grand merci, Enora, pour cet échange. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi pour l'invitation et bonne journée, bonne soirée aux auditeurs. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute.
N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?